Et pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous recevons sur Zoom l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Allô? Bonjour à vous. Alors, vous m'entendez bien? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord, oui. Alors, quelles sont les principales propositions de Donald Trump pour un cessez-le-feu à Gaza? Alors, si vous me permettez, j'ai deux points à évoquer avant qu'on commence et répondre à votre question. Oui. La première, c'est que j'objecte ce qui a été dit par le rapport que vous venez de diffuser maintenant, qui parle d'une guerre entre Israël et le Hamas. C'est une guerre contre le peuple palestinien et non contre Hamas. Il faut qu'on soit très clair sur ce point-là. Oui, bien sûr. La guerre n'est plus comme Hamas, comme ça a débuté, mais c'est plutôt contre le peuple palestinien qui souffre d'un génocide selon les sources des Nations Unies et de toutes les instances internationales. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous parlez que votre troisième segment parlera sur le Ashura. Alors, je trouve qu'il est bien de parler que Ashura, c'est une fête que les musulmans sont en train de célébrer et qui célèbre la fuite des Israélites de la tyrannie du pharaon d'Égypte quand le bon Dieu leur a permis de traverser la mer Rouge sans être touchés, et que par contre le pharaon avec ses soldats et avec tous ses officiers sont morts dans cette zone. Alors ça montre à quel point la tolérance de la religion islamique, et je trouve que c'est important, oui, quand on parle toujours d'antisémitisme de la part des musulmans contre les juifs, et voilà un exemple qu'on célèbre aujourd'hui, la fuite du prophète Moïse avec les Israélites de l'Égypte. Alors ça, c'était les deux points. Alors, en ce qui concerne votre question, alors, comme on le sait tous, le président Trump avait annoncé cette initiative à travers le Truth social. Ce n'était pas une initiative officielle présentée par le gouvernement, mais c'était plutôt un post sur le Truth social où il a mentionné que le cessez-le-feu terminera bientôt et que l'Égypte et le Qatar seraient garants de la mise en œuvre de cet accord. Mais il est très important de mentionner et de noter que Trump n'a pas encore présenté un plan bien structuré ou détaillé, avec des garanties concrètes sur les modalités de ce cessez-le-feu dont il est en train d'évoquer. Quels sont les mécanismes de surveillance, les conditions notamment pour ce qu'on appelle le jour d'après ou le lendemain de la terminaison de la guerre. Alors son approche, je trouve qu'il semble davantage centré sur un arrêt temporaire des hostilités, sans essayer vraiment d'aborder les causes profondes du conflit ou de proposer une solution politique durable. Et c'est ça le danger de ce qui est présenté en ce moment. Alors, je trouve que c'est une tentative d'intervention qui peut être plutôt symbolique qu'une initiative vraiment diplomatique et cohérente. Est-ce que cette initiative, puisqu'elle qu'elle a été faite sur les réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire que c'est pas très sérieux, que cette initiative n'est pas sérieuse, ou qu'on va pas la faire, ou qu'on va pas en parler? Non, pas du tout. Je ne trouve pas que c'est comme ça, mais en même temps, c'est pas vraiment élaboré encore. Alors, il y a beaucoup de négociations, et c'est pour ça que je trouve prématuré d'annoncer qu'Israël a accepté. Ce qui veut dire qu'Israël a donné son feu vert pour présenter ce propos ou cette initiative à la partie palestinienne. Théoriquement, les deux devraient savoir à propos de cette initiative en même temps. Mais ce qu'on voit ici qu'Israël a accepté, ce qui veut dire qu'Israël a déjà vu, étudié et approuvé de ce qui lui a été présenté. Tandis que les Palestiniens sont toujours en noir. Et qu'après l'approbation d'Israël, alors il est temps de présenter ça à Hamas, ce qui montre encore une fois qu'il y a une question de favoris en ce qui concerne comment est-ce qu'on présente les initiatives. En tout cas, restons sincères aux faits,
c'est qu'il y a maintenant une offre d'un arrêt de feu, d'un cessez-le-feu. Oui. On va voir comment est-ce que Hamas pourra répondre à ça, notamment qu'il y a plusieurs points dont on n'a pas encore mentionné. Et est-ce que, à votre avis, est-ce que Donald Trump utilise... Il n'y a pas de plan politique pour que Hamas puisse... Quand je vous l'ai dit... Allô? Oui, oui, je vous entends. Allez-y, je vous écoute. Ok. Est-ce que Donald Trump utilise la guerre de Gaza comme moyen de pression contre ses rivaux du Parti démocrate? Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que Donald Trump utilise cette guerre comme un moyen de... De pression contre ses rivaux du Parti démocratique? Alors, il faut le dire que Trump, depuis le début, il a toujours devant ses yeux comment est-ce qu'il peut marquer un point et montrer que lui, il est l'homme qui peut arriver à terminer un deal, comme on le dit, et que ce qui a été totalement échoué par les démocrates. Mais en même temps, à la fin du compte, on ne peut pas dire que cette instrumentalisation du cessez-le-feu sert seulement à fragiliser ses adversaires démocrates, et d'accuser toujours l'administration Biden de complicité tacite avec les crimes de guerre israélienne et de mauvaise gestion du conflit. Ce qui affaiblit quand même l'image morale des États-Unis sur la scène internationale. Alors, certainement, il y a une partie où il cible des divisions, causer des divisions internes au Parti démocrate, mais en même temps, il y a ici aussi un désir du président Trump de pouvoir arriver à arrêter cette guerre-là, comme il l'avait déjà dit pendant ses campagnes électorales, qu'il peut arrêter cette guerre dans quelques semaines, et c'est ce qu'il est en train de faire après avoir terminé avec ce qu'il lui considère le danger iranien. Alors il est temps de se tourner vers le conflit israélo-palestinien pour pouvoir trouver une solution finale à cela. Mais je trouve que toujours le président Trump, il présente des initiatives qui ne sont pas vraiment, si j'ose dire le mot, bien cuits, qu'il manque beaucoup de détails. N'oublions pas qu'il y a plusieurs points en ce qui concerne Hamas qui ne sont pas clairs jusqu'à maintenant, et que le plus important, moi je trouve, c'est que est-ce qu'il y a des garanties claires de la part de l'administration américaine qu'Israël ne va pas reprendre ses agressions une fois. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, une fois que les otages sont repris, est-ce qu'Israël ne va pas reprendre sous n'importe quel prétexte, et on le sait tous, qu'Israël peut inventer des dizaines de prétextes pour reprendre ses agressions contre le peuple palestinien? Quelles sont les garanties claires que ce cessez-le-feu va mener à une trêve finale et à peut-être reprendre des négociations pour voir le futur de la cause palestinienne en général, pas à Gaza ou que ce soit en Cisjordanie. Dernière question, comment vous voyez la position du Hamas jusqu'à maintenant en ce qui concerne les propositions différentes du cessez-le-feu? Alors Hamas a toujours des lignes rouges. Sa première ligne rouge, c'est qu'on ne peut pas mettre nos armes avant qu'il y ait un trajet politique bien clair ou une feuille de route, comme on dit, qu'est-ce qu'on va faire le jour d'après ou le lendemain de cette guerre en ce qui concerne le futur du pays. Deuxièmement, que Hamas, malgré qu'il avait accepté de prendre une position ou un statut politique et de mettre les armes, est-ce que cela va être accepté pour Israël? N'oublions pas que les déclarations qui viennent de la partie israélienne sont très négatives. On parle plus d'un État palestinien, au contraire, on est totalement 100% contre
l'établissement d'un État palestinien, ce qui donne aucun espoir à Hamas pour accepter ces conditions s'il n'y a pas vraiment des garanties pour reprendre des négociations de paix, ce que je trouve que ça doit être le cible et le but dernier de toutes les initiatives présentées par qui que ce soit soit par le président Trump ou l'administration américaine, ou que ce soit par l'Égypte ou le Qatar même. L'ambassadeur Medhat El-Meligui, merci pour vos éclaircissements. Et on passe tout de suite, mesdames et messieurs, à l'économie. Alors, l'Égypte note une croissance significative de son produit intérieur brut à hauteur de 4,77% au troisième trimestre de l'exercice financier 2024-2025 contre 2,2% à la même période de l'année précédente. La croissance du PIB s'explique par le développement significatif de différents secteurs tels que l'industrie manufacturière non pétrolière, le tourisme et les technologies de l'information.